Avez-vous remarqué que depuis quelque temps, on entend parler de data absolument partout? Depuis que The Economist a annoncé en 2010 que nous étions en plein déluge data, nous sommes effectivement submergés par des discours et des discours sur la data. Et tout le monde est formel. On est en train de dépasser les 40 zeta-octets. Moi, j'ai jamais compris ce que ça voulait dire 40 zeta-octets. Alors à l'époque, moi j'étais analyste, j'avais pas envie d'avoir peur et j'avais un peu de temps le week-end. Alors j'ai décidé de faire une thèse de doctorat sur le big data. Rien que pour trouver une définition, j'ai mis 1 an. En même temps, je suis remontée un peu loin dans l'Antiquité, à l'époque où les Égyptiens, les Chinois et les Mésopotamiens faisaient les premiers recensements de population, essentiellement pour des fins militaires et fiscales. Ils collectaient alors des données déjà dans des formats structurés ou dans la plupart des entreprises aujourd'hui. C'est d'ailleurs des recensements que nous vient le terme statisticien, qui vient de l'italien statiste et veut dire homme d'État. Celui qui est capable de prendre les données de recensement de son pays et des pays voisins pour prendre des décisions politiques. Un recensement à l'époque prend 5 ans, ce qui le rend totalement inutile. Alors le gouvernement fait un appel à innovation. Et l'acteur qui le gagne est celui qui propose de mettre en place un système avec des cartes perforées. Quelques années plus tard, cet acteur s'appellera IBM. Vous connaissez peut-être. Toujours face à ces vagues migratoires, le gouvernement identifie les publications scientifiques comme étant un actif stratégique. Alors, les bibliothèques croulent sous des publications scientifiques dans toutes les disciplines et dans toutes les langues. Elles doivent faire face à ce déluge informationnel déjà à l'époque et mettre en place des systèmes de classement, des systèmes de métadonnées, c'est-à-dire des données sur des données qu'on trouve encore aujourd'hui dans nos différents systèmes d'information. Et puis arrive Shannon, avec la théorie de l'information. Là, je comprends que dans 40 zeta-octets, il y a octet, c'est-à-dire 8 bits, qui est un raccourci pour binary digit, c'est-à-dire la façon la plus efficace pour encoder un maximum d'informations avec un minimum de ressources, c'est-à-dire seulement des 0 et des 1. C'est extrêmement pratique pour passer des cartes perforées à des circuits électriques. Et donc, ça va lancer un développement fulgurant de l'informatique, ainsi que la miniaturisation des circuits intégrés pour passer des gros serveurs aux ordinateurs, puis aux nanotechnologies aujourd'hui, et on est en train de commencer à parler de ce qui se passe à l'échelle des atomes. La théorie de Shannon est également très utile pour la communication, et en particulier la communication militaire, dans laquelle travaille à l'époque Alan Turing. Vous connaissez tous Alan Turing. Il invente alors une machine qui pourrait artificiellement reproduire les mécanismes de pensée et d'apprentissage humain. Ces publications ont inspiré bien sûr des centaines d'œuvres de science-fiction, mais aussi des écoles entières de statisticiens et d'informaticiens qui ont imaginé tout un tas de nouveaux algorithmes qui reproduisent ou automatisent l'apprentissage humain. Un algorithme, c'est quoi? C'est un ensemble de données, d'opérations et de résultats utiles pour résoudre un problème donné. Comme les algorithmes et les technologies devenaient de plus en plus abordables, voire low cost avec les systèmes de cloud, les entreprises ont commencé elles aussi à les utiliser au quotidien pour valoriser leurs propres actifs stratégiques sous la forme de données. Pour faire ça, ils ont embauché des data scientists. Et puis je suis tombée sur une définition de 2 chercheuses, Boyd et Crawford, qui définit big data comme un phénomène socio-technique à la frontière entre les technologies, donc ça on a vu, l'analytique, c'est-à-dire des algorithmes, et la mythologie. Et ça, c'était totalement nouveau. Par mythologie, elles entendaient une croyance largement répandue que de grands ensembles de données peuvent offrir une forme supérieure d'intelligence qui nous permettrait de générer des connaissances inaccessibles auparavant. Et ces connaissances, on les appelle des insights. Cette mythologie allait alors de pair avec un développement de sociétés qu'on appelle aujourd'hui des licornes, qui levaient des fonds astronomiques, celles qui promettent de retour sur investissement. Vous la connaissez, c'est évidemment l'intelligence artificielle, l'IA.
L'IA, c'est la solution qui est capable de faire face au déluge de données et d'aller pêcher dans cet océan de données des features, des patterns, des trends et des insights. Et moi, à ce moment-là, je me suis dit que je ne pourrais jamais faire une thèse en m'appuyant uniquement sur ce jargon. Alors, je suis allée rejoindre une société qui fait de vraies solutions d'intelligence artificielle. J'y ai passé 10 ans et avec les équipes de data scientists, on a conçu des centaines d'applications de connaissances clients, de lutte contre la fraude, de prévision d'activité sur des plateaux d'assistance ou encore de création de médicaments. En faisant ça, j'ai appris beaucoup de choses. Déjà, j'ai appris à formuler le problème métier auquel on cherche la solution et c'est pas forcément l'activité la plus simple. Et puis ensuite, on a appris à sélectionner les bonnes données pour y répondre, les comprendre, les nettoyer, les mettre en qualité, les structurer, les préparer, les injecter dans des algorithmes pour, les comparer entre eux et puis, si c'est évalué comme assez performant, les déployer. Les bons data scientists savent même faire ça dans le désordre. Ça s'appelle des itérations. Une itération, c'est un peu comme un cycle dans une machine à laver pour passer des données pas très propres à des résultats utiles à la prise de décision. Mais les data scientists, ce sont des personnes qui sont plutôt créatives. Elles adorent les premières itérations quand il faut concevoir un nouvel usage de l'intelligence artificielle, mais ils aiment beaucoup moins les phases d'exploitation, quand il faut documenter, piloter, faire évoluer, maintenir, etc. Ouais, ils sortent déjà essorés des premiers cycles de la machine à laver et n'ont pas envie de revenir dans la même. Or, les métiers pour prendre le relais ne sont pas encore prêts dans les entreprises. Il y a autre chose qui est difficile là-dedans, que ce soit dans la phase de conception ou d'exploitation, c'est de traduire. C'est de traduire le jargon des data scientists et le jargon des experts métiers, parce qu'il existe aussi celui-là. Mais depuis quelque temps, vous avez remarqué, on n'a plus besoin de traduire. L'intelligence artificielle générative s'occupe de tout. Elle traduit, elle rédige, elle corrige, elle questionne même. Elle ne fait pas que répondre aux questions. Elle code, elle fait absolument tout. Avant, nous avions une main invisible, pêcher dans un océan de données des insights, et maintenant nous avons le verbe. Alors la première question que j'ai posée à cette parole créatrice, c'est combien 40 zeta-octets? Elle me répond 40 zeta-octets, c'est 40 000 hexaoctets, c'est-à-dire 40 millions de pétaoctets et 40 milliards de téraoctets. Non, excuse-moi, j'ai toujours pas compris. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle me dit, si c'était une archive, alors elle contiendrait tout le patrimoine informationnel de la civilisation humaine. Et là, moi, j'ai pas pu m'empêcher de rêver. Vous savez que archive, ça vient du mot arche. Alors, j'ai imaginé une immense archive qui voguait sur un océan de données. Cette archive ressemblait à un bateau magnifique, d'une beauté et d'une modernité époustouflante. J'ai imaginé tout ce qu'on a pu mettre en données jusqu'à présent. J'ai imaginé le travail de nos archivistes et de nos bibliothécaires pour préserver, pour transmettre de génération en génération ce patrimoine, pour le faire fleurir, pour que d'autres scientifiques, d'autres artistes puissent s'en inspirer et créer à nouveau. Mais quelque chose n'allait pas dans ce rêve. Peut-être c'était ce regard un peu artificiel, un peu robotique de ce Noé et de sa progéniture d'agents qui s'agitaient dans l'arche. Peut-être que je n'aimais pas beaucoup le bourdonnement des pales des colombes qui scrutaient l'horizon à la recherche d'un rameau, symbole de paix. Et peut-être que je n'aimais pas cette sensation de nausée quand je me penchais du bord du bateau pour voir la surface de l'eau, qui reflétait comme un miroir tous nos comportements passés, nos biais, nos pensées les plus inexprimables. Et dans cet océan se dissolvait doucement sur un air de violon de Titanic une immense peinture maritime d'Aiwazowski de Saint-Pétersbourg, le projet Archive d'une bibliothèque américaine qui voulait faire fleurir nos publications scientifiques, de vieux recensements de population écrits à l'encre de Chine sur du papier de bambou, et tous les articles du Économiste en vrac. Et l'ensemble formait une boue informe, à moitié synthétique, uniforme. Et dans cette boue, on voyait encore des réseaux de neurones qui, comme des filets, pêchaient les derniers insights. Et où sont passés les humains?
Où sont les data scientists, les RH, les assistants, les stagiaires? Est-ce qu'on a passé toutes ces années de progrès pour en arriver là et n'avoir plus personne à recenser? Et que fait cet homme qui ronfle à côté de moi dans l'Arche? Il m'est un peu familier. Mmh. Sommes-nous les 2 derniers êtres humains sur cette terre? À côté de ce mouton et de cette brebis? Ah mon Dieu, c'est écrit Dolly sur sa clochette. Je me réveille en sursaut. Il est 5h30 du matin et mon réveil sonne. Heureusement, l'alarme n'a pas réveillé mon fils de 2 ans et demi qui s'est encore glissé cette nuit entre son père et moi et qui dort avec ses 2 doudous. Je dois me dépêcher parce que je dois prendre le train. J'ai un entretien à la Haute École de gestion de Genève pour devenir prof. Je ne suis absolument pas prête et très stressée pour ma leçon probatoire, mais absolument décidée d'y aller. Il faut absolument que j'aille rejoindre ce corps d'enseignants pour aller former les étudiants, pour leur transmettre ce que j'ai vu sur le terrain, pour les armer avec les meilleurs outils, les meilleures méthodes pour qu'ils puissent, demain, faire face potentiellement à de nouveaux déluges. Le lendemain, je reviens à la maison et je m'installe à la fenêtre. Mon fils vient à côté de moi. Dehors, il pleut des cordes. C'est le déluge. Vous connaissez le déluge? Non, maman, c'est quoi? Alors je lui ai raconté l'histoire de l'arche. Et il m'a écouté très attentivement, 2 fois. Et à la fin, il m'a submergée de questions. Alors, pour nos archives familiales, j'ai précieusement noté toutes les questions qu'il m'a posées. Et je voudrais les partager avec vous parce que ça me fait penser à nos programmes d'enseignement. Essayez de remplacer Dieu par data analyst. Vous comprendrez mieux. Est-ce qu'il sait allumer une machine à laver mieux que papa? Est-ce qu'il sait faire pipi sur un pot tout seul, comme moi? C'est l'autonomie, la confiance, hein, on connaît ces sujets. Et l'eau, elle va où après le déluge? Gouvernance des données. Et maman, tu pourras m'apprendre à pêcher? Mais venez dans nos cours sur la transformation digitale, l'intelligence et la veille stratégique. Et Dieu, il est invisible. Est-ce que c'est la même chose que transparent? Pas tout à fait. On vous expliquera. Et pour parler avec lui, il faut parler quelle langue? Et là, c'est pas juste des langages de programmation, c'est toute cette médiation entre le monde des métiers, des experts métiers et le monde des experts data. Et puis, il m'a posé un ensemble de questions que je qualifierais d'essentielles, pas techniques. C'est-à-dire des questions auxquelles seule la recherche interdisciplinaire pourrait répondre. Mais Dieu, il a vraiment noyé tous les humains? Ça fait combien? C'est quoi l'impact social? Aujourd'hui, on ne sait pas l'estimer. Mais qu'ont-ils fait de si vilain? C'est une question très intéressante. On a beaucoup de discours sur l'éthique, mais derrière l'éthique se cache un éventail de valeurs très variées. Et je ne suis pas certaine qu'un alignement soit forcément la solution. Et moi, j'étais sage comme Noé? Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs être humain, naturel? C'est quoi le réel quand on le compare à l'artificiel? Et maman, tu es sûre que Dieu ne fera pas un déluge à nouveau? Il était inquiet quand il regardait par la fenêtre. Et s'il le fait, je peux nager si je mets mes brassards? Mais si Dieu peut tout faire, est-ce qu'il peut lui-même être vilain comme les hommes qu'il a punis? Là, moi, je sèche. Je sèche, mais en même temps, il faut que je réponde. Et quelque part, je suis très contente que ce soit à moi de répondre à cette question et pas à une intelligence artificielle, ni même à un autre parent qui a vécu dans d'autres mythes fondateurs. Qu'est-ce que je peux répondre à ça? La seule chose dont je suis sûre, c'est que c'est vrai que nous, les humains, parfois, on se prend pour des dieux. Et peut-être même qu'on a raison, parce qu'on sait tout faire. On sait tout mettre en données. On sait créer des usages de l'intelligence artificielle absolument incroyables et beaucoup plus performants que nous. On sait faire des miracles. On peut automatiser le travail qu'on n'a pas envie de faire et c'est terminé la machine à laver. Et on peut, si on a envie, pas seulement utiliser des algorithmes low cost, pas seulement des boîtes noires, mais en créer d'autres. Vraiment envie d'utiliser des algorithmes sûrs. Et on peut aussi, parce qu'on en a le pouvoir, on peut aussi ne pas faire. Ça, c'est tout à fait possible. On l'oublie. Il y a quelques années, on a refusé parce qu'on n'était pas prêts. Et est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes prêts pour les super intelligences qui sont capables de reformuler leurs propres objectifs? Moi, je n'en suis pas sûre. Mais mon fils, lui, il était sûr d'une chose qu'il m'a dite à la fin.
On m'a dit: «Tu sais maman, 40 jours, 40 nuits, c'est vraiment beaucoup». Alors, j'ai compris ce jour-là que 40 zeta-octets, ça voulait simplement dire vraiment beaucoup, une valeur symbolique, une valeur relative, faite pour être dépassée dans le fleuve continu du progrès. La question, c'est quel sera le prochain cap? Où ira-t-on, par exemple, avec les ordinateurs quantiques? Mais alors là, si mon fils il vient me poser cette question, moi, je ne peux pas répondre, hein. Voilà. Il y a d'autres speakers qui peuvent en parler et moi, je le prendrai par la main et j'irai voir mon papa. Parce que mon papa, c'est un chercheur en physique des particules et moi-même, j'ai des centaines de questions techniques et essentielles à lui poser. Je vous remercie.